Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un conflit qui modèle le destin de millions. Une ombre menaçante plane sur le continent européen. Les combats s'intensifient. Une nouvelle ère de guerre se dessine à l'horizon et les révélations sont chocs. Préparez-vous à une immersion profonde car ce que vous allez entendre pourrait bien changer votre perception de la géopolitique mondiale. Question à vous, où vous regardez de maintenant? Dites-nous votre ville et votre pays. Sur ce niveau, des faits incontestables émergent du chaos quotidien. Les régions de Donetsk et Kharkiv, des noms que vous entendez chaque jour, sont le théâtre de bataille d'une intensité rare. Des avancées russes sont signalées dans l'oblast de Donetsk, un territoire disputé. Les rapports parlent d'un mouvement constant, une progression méthodique. À Kharkiv, les attaques soutenues ne faiblissent pas et des mercenaires, ou ce que certains appellent des légionnaires étrangers, seraient présents, se mêlant aux forces locales. Ces informations sont confirmées par plusieurs médias occidentaux. La question demeure, ces avancées sont-elles tactiques ou stratégiques? Pendant ce temps, une nouvelle préoccupante traverse les capitales occidentales. Une pénurie de missiles pour les systèmes de défense aérienne Patriot menace directement la protection des villes du pays frontalier. Ce n'est pas un scénario hypothétique, c'est une réalité alarmante. Cette situation préoccupe les États-Unis et l'Europe. C'est un défi logistique et industriel, mais c'est surtout une menace existentielle pour des millions de personnes. Les forces de la zone de conflit ont affirmé avoir libéré un village dans l'oblast de Donetsk, qualifiant cette action de victoire tactique. Un succès, certes, mais est-il suffisant pour inverser la tendance? Un redéploiement massif d'unités, incluant des légionnaires, a été observé en direction de Kharkiv pour pallier des pertes significatives. Le coût humain de ce conflit est immense et là, une nouvelle technologie fait surface, une innovation qui pourrait bien redessiner les contours des opérations militaires. L'utilisation de drones dotés d'intelligence artificielle capables d'opérer en essaim de manière autonome. Imaginons un instant une guerre où les machines décident. Cela n'est plus de la science-fiction. Question à vous. Marquez-vous dans les commentaires de quel pays, ville vous nous regardez. Pourquoi ces informations sont-elles cruciales et que signifient-elles pour vous ici et maintenant? Les combats intenses à Donetsk et Kharkiv ne sont pas de simples titres dans les journaux, ils signalent une escalade, une vulnérabilité accrue des infrastructures essentielles du pays à l'ouest et des points de commandement. La pénurie de missiles Patriot touche chacun d'entre nous. Si des villes sont privées de défense aérienne, c'est une barrière de moins contre le chaos. Cela pose une question fondamentale sur la capacité de l'Occident à soutenir ses alliés. Le secrétaire général de l'OTAN affirme la continuité du soutien. L'alliance se tiendra aux côtés de l'ancienne République soviétique aussi longtemps que nécessaire. Mais ces mots résonnent-ils face à une réalité de production limitée? La confiance et la stabilité globale sont en jeu. Les marchés mondiaux sont sensibles à ce conflit. Une escalade pourrait secouer encore plus l'économie mondiale. L'Europe en particulier est confrontée à une fatigue économique palpable. Le coût de la guerre alourdit le fardeau des citoyens. Les pays observent et réagissent. La Chine et l'Inde scrutent la situation, cherchant à consolider leur propre position. Et l'ONU, elle se limite principalement aux initiatives humanitaires impuissantes à stopper le carnage. À votre avis, quelles mesures économiques ou sanctions pourraient vraiment changer la donne dans cette région? Soyez précis. Les versions des événements divergent, comme toujours. Du côté des médias pro-russes, les avancées dans la zone frontalière sont présentées comme inévitables. La production annuelle de missiles Patriot aux États-Unis n'est que d'environ 600 unités par an, ce qui est insuffisant pour les 18 pays utilisateurs. Les analystes militaires russes affirment que l'utilisation rare de ces systèmes est précisément due à la pénurie de missiles. Cette affirmation, si elle est vraie, renforce l'idée d'une inefficacité de l'aide occidentale, mais il y a plus. Une déclaration choc de l'ancien commandant en chef des forces armées de la nation voisine, Valéry Zaloujny, qui a affirmé que la Russie est le centre de la science militaire. Imaginez l'impact de ces mots venant de la figure militaire la plus éminente du pays. Cette déclaration est une bombe. Que cache-t-elle? Est-ce une reconnaissance cynique d'une réalité militaire ou une tentative de saper le moral, de semer la discorde? Ou même est-ce une motivation cachée de Zaloujny pour affaiblir la confiance occidentale? Les forces de la zone de conflit affichent des succès locaux, tentant de maintenir le moral de la population et de justifier l'aide internationale. Mais derrière les déclarations officielles, la réalité des pertes est souvent masquée. Qui pensez-vous est la source d'information la plus fiable sur ce conflit?
Regardons en arrière, l'histoire se répète-t-elle? Les régions de Donetsk et Kharkiv, depuis 2014, sont le point focal de cette tragédie. Ces régions, historiquement stratégiques pour leur importance industrielle et de transport, ont toujours été des épicentres de conflits. La ligne de contact formée ces dernières années témoigne de cette division profonde. La déclaration de Zaloujny sur la science militaire russe résonne avec une longue tradition militaire réputée de la Russie. Ces échos du passé sont utilisés pour souligner l'inefficacité de l'aide occidentale. La guerre technologique avec l'utilisation de drones IA n'est pas nouvelle, mais son ampleur est sans précédent. Cela s'inscrit dans une tendance mondiale de l'intégration croissante de l'intelligence artificielle dans la guerre moderne. Ce conflit a exacerbé la polarisation mondiale, renforçant la division entre les blocs. C'est une continuation du grand jeu Est-Ouest. Les défis de la chaîne d'approvisionnement avec la production limitée de munitions reflètent une tendance plus large, la difficulté des pays occidentaux à répondre aux demandes d'une guerre de haute intensité. Un rappel brutal de la vulnérabilité de nos systèmes de production. Quel événement passé lié à cette situation est, selon vous, le plus sous-estimé par les médias? Expliquez pourquoi brièvement. Que se passera-t-il ensuite? Les discussions du Congrès américain sur de nouveaux paquets d'aide sont cruciales. Les débats internes pourraient modifier la donne. La fatigue européenne, ce sentiment croissant de fatigue du conflit, pourrait influencer les décisions à venir. Les mois à venir seront décisifs. Le terme mois à venir est répété pour souligner l'urgence de la pénurie de missiles, créant un compte à rebours imminent. Trois scénarios se profilent. Le premier, un épuisement progressif. La ligne de front reste stable, transformant la guerre en une épreuve d'endurance économique et de soutien international. Ce serait une guerre d'usure où l'Occident s'épuise, laissant l'ancienne République soviétique isolée. Le deuxième, l'escalade, sans 6 ans. Une des parties lance une offensive majeure, intensifiant radicalement le conflit. Le pays à l'ouest de la Russie serait alors au bord du gouffre. Une offensive massive pourrait tout changer. Le troisième, la guerre technologique. L'utilisation massive de drones IA change la nature même du conflit. L'humanité perdrait le contrôle de la guerre, inaugurant une nouvelle ère de destruction automatisée. Votre pronostic pour la région, quelle partie sortira gagnante dans les 2 prochaines années? En fin de compte, qui gagne et qui perd dans cette équation complexe? La Russie semble tirer parti du déficit de missiles Patriot, intensifiant ses frappes et utilisant des avancées technologiques comme l'IA dans les drones. Les déclarations de Zaloujny renforcent la perception de sa supériorité militaire. Une victoire pour la Russie signifierait aussi un renforcement de l'influence de la Chine et de l'Inde sur la scène mondiale. Le pays frontalier, en revanche, est vulnérable aux frappes aériennes, subissant de lourdes pertes et dépendant d'un soutien occidental qui semble vaciller. L'Occident, divisé, hésitant, montre des signes de faiblesse, incapable de soutenir pleinement l'ancienne République soviétique. Le conflit actuel avec ses pénuries de missiles, ses avancées en matière d'IA et ses déclarations controversées offre une image ambivalente. Il brosse le tableau d'un avenir sombre. Les villes sont en ruine, les écoles et les hôpitaux fonctionnent en mode restreint. La vie quotidienne est pleine d'incertitudes et d'anxiété. L'ombre de la perte de contrôle sur les technologies autonomes plane. L'image d'un essaim de drones opéré par l'IA est visuellement frappante. Elle crée un sentiment de menace futuriste. C'est la guerre du futur sous nos yeux. Chaque avancée, même de quelques kilomètres, devient une nouvelle d'ampleur mondiale. Cela souligne la difficulté et la valeur de chaque petite prise de territoire. Les réserves et les unités étrangères sont utilisées pour combler les brèches, un signe de la tension sur le terrain. La tension entre les déclarations officielles de Kiev et la réalité des pertes est palpable. La croissance des doutes dans les capitales occidentales concernant la poursuite de l'aide sans fin est un signal d'alarme. Le choc de la déclaration de Zaloujny, un militaire de premier plan reconnaissant la supériorité de la science militaire russe, est un événement majeur. Le déclin perçu de la protection aérienne, la menace d'un pays sans défense aérienne suffisante face aux frappes russes, est potentiellement transformateur. Enfin, les drones autonomes, agissant de manière indépendante, nourrissent la peur d'une guerre imprévisible.
C'est un film sombre dont l'intrigue est imprévisible. Le défi est immense, le soutien aussi longtemps que nécessaire ne suffit pas. Il faut un engagement renouvelé pour maintenir l'équilibre. La situation exige une surveillance constante, une analyse approfondie et une action concertée. Quel est votre principal sentiment face à cette avalanche d'informations? L'espoir, la peur ou l'indifférence? Partagez vos réflexions et si ce type d'analyse vous éclaire, abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations des dynamiques mondiales. Activez la cloche pour des alertes instantanées et partagez cette vidéo avec ceux qui, comme vous, cherchent un éclairage sincère et sans compromis. L'analyse de ce conflit ne serait complète sans un examen approfondi de ses implications économiques globales. La chaîne d'approvisionnement mondiale est déjà sous pression en raison de la pandémie de Covid-19 et des tensions géopolitiques en mer de Chine méridionale. Le conflit en cours ajoute une couche supplémentaire de complexité, par exemple les exportations de céréales et d'engrais essentiels pour la sécurité alimentaire mondiale ont été gravement perturbées. Les prix du blé, du maïs et de l'huile de tournesol ont grimpé en flèche au début du conflit, provoquant une crise alimentaire dans plusieurs pays en développement, notamment en Afrique et au Moyen-Orient. Bien que des accords de corridor grainier aient été mis en place pour alléger la pression, la volatilité des marchés reste une préoccupation majeure. La Russie et l'ancienne République soviétique sont des acteurs clés dans la production de certains métaux rares et d'autres matières premières. La perturbation de ces chaînes d'approvisionnement a des répercussions sur l'industrie automobile, l'électronique et la construction, conduisant à des retards de production et à des augmentations de coûts partout dans le monde. Les sanctions imposées à la Russie par les pays occidentaux ont également eu des effets d'entraînement inattendus. Tandis que l'objectif est d'affaiblir l'économie russe, elles ont également entraîné une flambée des prix de l'énergie en Europe, ce qui a contraint les gouvernements à injecter des milliards d'euros pour soutenir les ménages et les entreprises. Cette situation met en lumière la dépendance énergétique de l'Europe vis-à-vis de la Russie et la nécessité urgente de diversifier ses sources d'approvisionnement et d'accélérer la transition vers les énergies renouvelables. Les tensions géopolitiques ont également relancé le débat sur la relocalisation des industries stratégiques. De nombreux pays occidentaux envisagent de rapatrier la production de semi-conducteurs, de produits pharmaceutiques et d'autres biens essentiels pour réduire leur vulnérabilité aux chocs externes. Si cette tendance se poursuit, elle pourrait remodeler le paysage du commerce international et la répartition des richesses à l'échelle mondiale. Le rôle des acteurs non étatiques est également en pleine mutation. Au-delà des légionnaires étrangers évoqués, des groupes de hackers affiliés aux différents camps mènent une guerre cybernétique parallèle ciblant les infrastructures critiques, les réseaux de communication et la diffusion de désinformation. Ces cyberattaques peuvent avoir des conséquences désastreuses allant de la perturbation des services publics à la manipulation de l'opinion publique. Les réseaux sociaux sont devenus un champ de bataille où la propagande et la désinformation prolifèrent à une vitesse fulgurante. Les gouvernements et les organisations cherchent des moyens de contrer cette marée de fausses nouvelles, mais la tâche est ardue. L'émergence des technologies de deepfake qui permettent de créer des vidéos et des enregistrements audio incroyablement réalistes de personnes disant ou faisant des choses qu'elles n'ont jamais faites, ajoute une couche de complexité. Il devient de plus en plus difficile de distinguer le vrai du faux, sapant la confiance du public dans les médias et les institutions. Parallèlement, des organisations humanitaires et non gouvernementales jouent un rôle crucial en fournissant de l'aide aux populations touchées par le conflit, en documentant les crimes de guerre et en plaidant pour la paix. Leur travail est souvent dangereux et sous-financé, mais il est essentiel pour atténuer les souffrances humaines. Cependant, même leur neutralité est parfois mise en question dans le climat actuel. L'impact social et psychologique du conflit est également profond et durable. Des millions de personnes ont été déplacées, cherchant refuge dans d'autres pays ou dans des régions moins touchées de leur propre nation. Ces déplacements massifs mettent à rude épreuve les systèmes d'accueil et d'intégration des pays hôtes et créent des défis logistiques et sociaux immenses. Les enfants, en particulier, sont les plus vulnérables. Beaucoup ont été témoins d'horreurs
terreurs indicibles, perdant des membres de leur famille, leurs amis et leur sens de la sécurité. Les traumatismes subis pendant le conflit auront des conséquences à long terme sur leur développement et leur bien-être mental. Le tissu social des communautés touchées est déchiré et la réconciliation sera un processus long et difficile, même après la fin des hostilités. La haine et la méfiance se sont enracinées et il faudra des générations pour les déraciner. Les vétérans de guerre, qu'ils soient de l'ancienne République soviétique ou de la Russie, reviendront avec des cicatrices physiques et psychologiques. La prise en charge de leurs besoins en matière de santé mentale et leur réinsertion dans la société seront des défis majeurs pour les années à venir. La question de la justice pour les crimes de guerre est également au cœur des préoccupations. Des enquêtes sont en cours pour documenter les atrocités commises et la Cour pénale internationale a ouvert des procédures. Cependant, la voie vers la justice est complexe et semée d'embûches et de nombreuses victimes attendent encore que leur voix soit entendue et que les responsables soient tenus pour comptables de leurs actes. La restauration d'un semblant de normalité et le retour à la vie civile seront des processus longs et douloureux. L'aspect de la désinformation et de la guerre de l'information mérite une attention particulière. Les deux camps utilisent des stratégies sophistiquées pour influencer l'opinion publique nationale et internationale. La Russie, en particulier, est connue pour sa doctrine de la guerre hybride qui combine des opérations militaires conventionnelles avec des cyberattaques, de la désinformation et des tentatives d'ingérence politique, des fermes à trolls et des réseaux de diffusion de fausses nouvelles sont utilisés pour amplifier les récits favorables au Kremlin, minimiser les pertes, diaboliser l'ennemi et semer la discorde dans les sociétés occidentales. Les chaînes de télévision d'État russes diffusent des versions des événements qui contredisent souvent les faits établis, créant une réalité alternative pour leurs audiences. De l'autre côté, l'ancienne République soviétique et ses alliés occidentaux tentent de contrer cette désinformation en diffusant des informations véridiques et en dénonçant les fausses nouvelles. Cependant, l'efficacité de ces efforts est souvent limitée par la rapidité avec laquelle la désinformation peut se propager sur les plateformes de médias sociaux. La fatigue informationnelle est aussi un facteur où l'exposition constante à des nouvelles de guerre et à des récits contradictoires rend les gens apathiques ou sceptiques à l'égard de toute information. Les enjeux psychologiques de cette guerre de l'information sont immenses. Elle vise à saper le moral des populations, à éroder la confiance dans les institutions et à affaiblir la cohésion sociale. Les gouvernements occidentaux ont réagi en interdisant certaines chaînes de médias russes et en investissant dans des campagnes de sensibilisation à l'alphabétisation médiatique, mais il s'agit d'une bataille continue qui ne peut être gagnée par des mesures isolées. L'importance de sources d'informations fiables et diversifiées n'a jamais été aussi cruciale. La question de l'avenir de l'OTAN et de la sécurité européenne est également centrale. L'invasion de la Russie a réaffirmé l'importance de l'alliance transatlantique et a conduit à un renforcement de sa présence militaire sur le flanc oriental. La Suède et la Finlande, historiquement neutres, ont demandé à rejoindre l'OTAN, marquant un changement sismique dans l'architecture de sécurité européenne. Cette expansion de l'OTAN est perçue par la Russie comme une menace et une provocation, ce qui pourrait alimenter de nouvelles tensions. Cependant, pour de nombreux pays européens, l'OTAN est la seule garantie de leur sécurité face à une Russie plus agressive. Le conflit a également mis en évidence les lacunes en matière de défense et d'entraînement au sein de certains pays européens, ce qui a conduit à des augmentations significatives des budgets de défense. L'Allemagne, en particulier, a annoncé un investissement massif dans ses forces armées, brisant des décennies de politiques de défense plus passives. Le débat sur le rôle de la défense européenne et sur la manière de compléter l'OTAN est relancé. Une Europe plus forte et plus autonome sur le plan de la défense est un objectif pour de nombreux dirigeants, mais cela nécessite des investissements considérables et une coopération politique étroite. La sécurité énergétique et la souveraineté alimentaire sont également des priorités de plus en plus pressantes pour l'Europe. La dépendance excessive à l'égard d'un seul fournisseur pour le gaz ou le pétrole est devenue une vulnérabilité stratégique. La diversification des sources d'énergie, l'accélération de la transition énergétique et la promotion de l'agriculture locale sont autant de mesures prises pour renforcer la résilience de l'Europe face aux chocs futurs.
Enfin, il est impératif de considérer les implications à long terme pour l'ordre international. Le conflit remet en question les principes fondamentaux du droit international tels que la souveraineté des États et l'intégrité territoriale. La Russie a ouvertement défié ces principes, suscitant l'indignation et la condamnation de la plupart des pays du monde. Cependant, la réponse de la communauté internationale a été incohérente, avec certains pays condamnant fermement l'invasion, tandis que d'autres sont restés neutres ou ont même soutenu la Russie. Cette division met en lumière les limites du multilatéralisme et la difficulté de parvenir à un consensus mondial sur des questions de sécurité complexes. Le rôle des institutions internationales, telles que l'ONU, le Conseil de sécurité doté d'un droit de veto pour la Russie, est remis en question. Leur capacité à prévenir les conflits et à maintenir la paix est affaiblie. La montée de nouvelles puissances, telles que la Chine et l'Inde, qui cherchent à s'affirmer sur la scène mondiale, ajoute une dimension supplémentaire à cette dynamique. Ces pays ont leurs propres intérêts géopolitiques et économiques qui ne s'alignent pas toujours sur ceux des puissances occidentales. L'émergence d'un monde multipolaire où plusieurs centres de pouvoir coexistent est une réalité. Cela pourrait conduire à des alliances plus fluides et à des rivalités plus complexes. La course aux armements, notamment en ce qui concerne les technologies avancées comme l'IA et les armes hypersoniques, est également susceptible de s'accélérer. Les pays investissent massivement dans la recherche et le développement de nouvelles technologies militaires pour maintenir leur avantage stratégique ou combler leur retard technologique. Cela pourrait accroître le risque de conflits futurs et rendre la guerre encore plus destructrice. Oh, la crise humanitaire en elle-même est une tragédie à multiples facettes qui continue de s'aggraver. Les Nations Unies estiment que des millions de personnes ont été déplacées à l'intérieur du pays frontalier et des millions d'autres ont cherché refuge dans les pays voisins, principalement en Pologne, en Allemagne et dans les républiques tchèques et slovaques. Ces chiffres sont ahurissants et représentent la plus grande crise de réfugiés en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Les besoins humanitaires sont immenses, nourriture, eau potable, abris, soins médicaux et soutien psychologique sont désespérément nécessaires. Les infrastructures civiles, y compris les hôpitaux, les écoles et les systèmes d'approvisionnement en eau, ont été gravement endommagées ou détruites par les bombardements, rendant la vie insupportable pour ceux qui sont restés. Les organisations humanitaires luttent pour atteindre les zones les plus touchées, souvent entravées par les combats, le manque d'accès sécurisé et la bureaucratie. Des cas de violences sexuelles et de crimes contre l'humanité ont été documentés, ajoutant à l'horreur de la situation. La communauté internationale a répondu par des appels de fonds massifs, mais les besoins dépassent de loin les ressources disponibles. La question des réparations et de la reconstruction sera un défi monumental. Des villes entières devront être rebâties et les traumatismes psychologiques de millions de personnes devront être traités pendant des décennies. En outre, la question de la réintégration des réfugiés et des déplacés, une fois que la paix sera rétablie, sera complexe et nécessitera des efforts concertés de la part des gouvernements, des organisations internationales et de la société civile. L'éducation des enfants dont la scolarité a été interrompue est une priorité essentielle pour éviter une génération perdue. La dimension environnementale est également à considérer. Les combats ont entraîné des pollutions massives des sols et des eaux, des destructions de forêts et un risque accru d'incidents nucléaires compte tenu de la présence de centrales dans la zone de conflit. Le déminage des territoires après les hostilités prendra des années, voire des décennies, et représente un danger constant pour les populations civiles. Les enjeux énergétiques, déjà brièvement évoqués, sont encore plus complexes. L'ancienne dépendance de l'Europe au gaz russe a été exploitée comme une arme géopolitique, entraînant des hausses de prix sans précédent et des craintes de pénurie. La réponse européenne a été diversifiée, recherche de nouveaux fournisseurs, États-Unis, Norvège, Qatar, accélération des projets d'énergie renouvelable, relance de certaines centrales à charbon pour compenser les manques de gaz et même le débat sur l'extension de la durée de vie des centrales nucléaires. Cette crise énergétique a eu des conséquences directes sur le pouvoir d'achat des pauvres citoyens et la compétitivité des entreprises. Elle met en lumière la nécessité d'une véritable autonomie stratégique pour l'Europe en matière d'énergie. La Russie, en retour, a cherché de nouveaux marchés pour son pétrole et son gaz, se tournant principalement vers l'Asie, notamment la Chine et l'Inde, renforçant
renforçant ainsi leurs liens économiques et géopolitiques. Cela a des implications à long terme pour la répartition des sphères d'influence énergétique mondiale, déplaçant le centre de gravité des marchés énergétiques vers l'Est. Le projet Nord Stream 2, un gazoduc controversé entre la Russie et l'Allemagne, a été mis à l'arrêt, symbolisant la fin d'une ère de coopération énergétique étroite entre l'Europe et la Russie. La diversification des approvisionnements et la maximisation de la production nationale sont devenus des impératifs pour la sécurité nationale de nombreux pays. Les investissements dans l'hydrogène vert, l'énergie solaire, l'éolien et d'autres technologies propres sont en plein essor, accélérant la transition énergétique, bien que cette accélération se fasse parfois au détriment d'une planification stable et à long terme. La diplomatie, malgré l'intensité des combats, reste un pilier central, même si elle est souvent éclipsée par les événements militaires. De nombreuses initiatives de paix ont été lancées, souvent par des acteurs externes comme la Turquie ou des organisations comme l'ONU, mais elles ont toutes échoué jusqu'à présent à mettre fin au conflit. Les exigences des parties belligérantes sont trop éloignées et il y a un manque de confiance abyssal. La Russie insiste sur la reconnaissance de ses gains territoriaux et la démilitarisation de sa voisine, tandis que cette dernière exige le retrait complet des forces russes, la restauration de ses frontières internationales et la compensation des dommages de guerre. Les tentatives de médiation sont compliquées par la fragmentation du paysage international et l'absence d'un consensus clair sur la voie à suivre. Les puissances occidentales, tout en soutenant le pays à l'ouest, ne souhaitent pas non plus une escalade directe avec la Russie, ce qui limite leurs options diplomatiques. Le dialogue entre les États-Unis et la Russie, bien que tendu, se poursuit sur des canaux discrets, principalement pour éviter les erreurs de calcul et les escalades involontaires, notamment en ce qui concerne les armes nucléaires. La diplomatie du mégaphone, où les déclarations publiques sont faites plus pour les audiences internes que pour la négociation réelle, domine souvent le discours. L'avenir de la diplomatie dans ce conflit dépendra de l'évolution de la situation sur le terrain et de la volonté des parties de faire des compromis. Une solution politique durable ne sera possible que si toutes les parties reconnaissent qu'il n'y a pas de solution militaire viable à 100%. Les sanctions économiques imposées à la Russie par les pays occidentaux sont un levier diplomatique et économique majeur, mais leur efficacité et leurs conséquences sont sujets à débat. L'objectif était de paralyser l'économie russe et de forcer un changement de politique. Des secteurs clés ont été ciblés, les banques ont été coupées de SWIFT, les actifs de la Banque centrale ont été gelés, les exportations de technologies critiques ont été interdites et des oligarques proches du Kremlin ont été sanctionnés. Le résultat est mitigé. L'économie russe a montré une résilience inattendue grâce aux revenus élevés des exportations d'énergie, au moins au début du conflit, aux réserves de devises accumulées et à des relations économiques renforcées avec des pays comme la Chine et l'Inde. Cependant, les sanctions ont eu un impact à long terme sur l'accès de la Russie aux technologies avancées, son potentiel de croissance économique et la qualité de vie de ses citoyens. Inversement, ces sanctions ont également eu des répercussions sur les économies occidentales, notamment en Europe, comme mentionné précédemment, via l'inflation, les coûts énergétiques et les perturbations des chaînes d'approvisionnement. Le débat se poursuit sur la portée et l'efficacité des sanctions. Certains analystes estiment qu'elles devraient être renforcées, tandis que d'autres préconisent une approche plus nuancée, craignant des effets boomerang ou une aliénation des pays qui ne se sont pas joints au régime de sanctions. La capacité des pays à contourner les sanctions est également une préoccupation croissante, nécessitant une surveillance et une adaptation constante des mesures. En fin de compte, les sanctions sont un outil puissant, mais elles ne peuvent à elles seules résoudre un conflit aussi complexe et profondément enraciné. Elles doivent être utilisées en conjonction avec des efforts diplomatiques et une aide militaire ciblée. La dimension culturelle et historique du conflit est également cruciale pour comprendre sa complexité. La Russie et l'ancienne République soviétique partagent des liens historiques, linguistiques et religieux profonds qui ont été profondément fracturés par le conflit. La Russie a souvent justifié ses actions en invoquant des liens historiques et en affirmant la libération ou la protection de populations russophones, ce qui est contesté et réfuté par Kiev et la communauté internationale. L'histoire est instrumentalisée par les deux parties pour légitimer leur récit et dénigrer l'adversaire. La relecture et la réinterprétation
interprétations de l'histoire, en particulier concernant des événements comme la Seconde Guerre mondiale ou la période soviétique, sont devenus des points de discorde majeurs. La question de l'identité nationale des pays voisins et la lutte pour se dissocier de l'héritage soviétique et russe sont au cœur de ce conflit. Le pays belligérant cherche à affirmer son identité européenne et démocratique, brisant les liens avec son passé russe. Cela se manifeste par des changements de nom de rue, des démolitions de monuments soviétiques et une promotion active de la langue et de la culture propre. Ces développements sont perçus par Moscou comme une menace à son influence et une trahison historique. Et bon, la dimension religieuse est également présente avec la division entre l'Église orthodoxe russe et l'Église orthodoxe du pays à l'ouest. Cette scission a des implications géopolitiques et identitaires, ajoutant une couche de complexité au conflit. La guerre a également révélé et exacerbé des tensions culturelles et linguistiques existantes au sein même des pays frontaliers. Comprendre ces dynamiques culturelles et historiques est essentiel pour une analyse complète du conflit et pour toute tentative de réconciliation future. La réponse des sociétés civiles, à la fois à l'intérieur du pays et à l'étranger, a été remarquable par son ampleur et sa diversité. À l'intérieur, les citoyens se sont mobilisés en masse pour soutenir l'effort de guerre, organisant des collectes de fonds, fournissant des fournitures aux soldats et aux civils et se portant volontaires pour défendre leur pays. Des efforts de résistance civique non violente ont également été observés dans les territoires occupés malgré les risques. Les artistes, écrivains et musiciens utilisent leur talent pour sensibiliser l'opinion publique et documenter les injustices. À l'étranger, des millions de personnes ont manifesté leur soutien à l'ancienne République soviétique, participant à des rassemblements, faisant des dons à des organisations humanitaires et exerçant des pressions sur leur gouvernement pour qu'ils fournissent davantage d'aide. Des communautés entières se sont mobilisées pour accueillir les réfugiés, offrant un abri, de la nourriture et un soutien émotionnel. Le pouvoir de la société civile, en tant qu'acteur non étatique, est devenu de plus en plus évident, comblant les lacunes laissées par les gouvernements et les organisations internationales. Cependant, la société civile est également vulnérable à la désinformation et à la polarisation, et elle peut être manipulée par des acteurs étatiques ou non étatiques. Il est essentiel de soutenir les voix indépendantes et les initiatives de base qui travaillent à la paix, à la justice et à la réconciliation. Les défis pour la société civile sont immenses. Maintenir le soutien international malgré la fatigue du conflit, faire face à la répression dans les territoires occupés et soutenir les victimes de la violence et des traumatismes. L'engagement continu de la société civile sera crucial pour reconstruire le pays et panser les plaies de la guerre. La gestion des prisonniers de guerre et des disparus constitue également un enjeu humanitaire et politique majeur. Les conventions de Genève établissent des règles strictes pour le traitement des prisonniers de guerre, garantissant leurs droits et leur protection. Cependant, des accusations de violation de ces conventions ont été portées par les deux camps concernant la torture, les mauvais traitements et le manque d'accès pour les organisations humanitaires internationales comme le Comité international de la Croix-Rouge, CICR. L'échange de prisonniers est un processus complexe, souvent utilisé comme un levier de négociation et un moyen de restaurer la confiance, même minime, entre les parties belligérantes. Des vidéos de ces échanges sont parfois diffusées, souvent pour renforcer le moral ou montrer une certaine humanité du camp qui les réalise. La question des personnes disparues, qu'elles soient des soldats ou des civils, est également déchirante pour les familles. La recherche de leurs proches et la clarification de leur sort sont une priorité humanitaire, mais c'est une tâche ardue en temps de guerre. L'établissement de mécanismes de recherche et d'identification ainsi que la coopération entre les parties sont essentiels pour apporter des réponses aux familles endeuillées. La gestion des corps des soldats tués au combat est aussi un sujet sensible, avec des implications pour le moral des troupes et les récits nationaux. Les efforts pour rapatrier les corps ou les identifier sont souvent entravés par les combats et la complexité des opérations. Enfin, la question des enfants capturés ou déplacés de force vers la Russie est une source de grande préoccupation, considérée par certains comme un crime de guerre ou un acte de génocide. Les enquêtes sont en cours pour documenter des milliers de cas et ramener ces enfants dans leur pays d'origine, à leur famille. Cela ajoute une dimension supplémentaire aux crimes documentés et aux exigences de justice.